à 14 heures, conférence les 4 notions de fertilité du sol, les comprendre pour agir au jardin, par Florent Bassini de Agrobio Périgord. La qualité du son n'est pas optimale au début de la conférence, où il y a encore beaucoup de déplacements de personnes et de raclements de chaises. Désolé. Oui, bonjour à ceux que je n'ai pas vus encore. Nous, c'est notre troisième fête des plantes. On est bien contents parce que, contrairement à l'année dernière où ceux qui étaient présents ou présentes s'en souviennent forcément, ça a laissé quand même un certain nombre de cicatrices. Vu le temps qu'on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 4 mai l'année dernière, il a plu toute la journée après des semaines de pluie auparavant. Donc c'était, on était tous en bottes ou pieds nus, enfin ça dépendait, c'est chacun. Et cette année, on avait prévu un plan B au cas où le temps ne serait pas de la partie, sachant qu'on avait quand même bien croisé les doigts et on avait dansé, on avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'il fasse beau. Voilà, nos vœux ont été exaucés. Après, quand on organise une fête comme ça, il nous faut des intervenants de qualité de préférence, parce que on aime bien mettre la barre un peu haute. Donc là, on a pris un intervenant qui était grand déjà. Grand aussi par ses connaissances. C'est Florent Bassini qui est. Je crois que tu avais commencé à te. Ouais, bah, je me plais au début. Voilà. Donc qui travaille pour Agrobio Périgord. Alors Agrobio Périgord, c'est le GAB, le groupement d'agriculteurs biologiques du département. Alors je ne sais plus combien d'adhérents ça importe. 450, quelque chose comme ça, 18 ou 19 salariés. Une maison de la semence, pour laquelle, entre autres, j'interviens au niveau des jardiniers amateurs. J'étais maraîcher avant, pro, mais bon, maintenant je suis à la retraite, donc je suis devenu maraîcher jardinier amateur. Voilà, maison de la semence, Agrobio a un stand également de présent, donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas, d'aller y faire un petit tour. Je vois qu'il y a quand même quelques têtes que je connais ici qui savent déjà que ça existe. Et puis la thématique, on la change chaque année. Cette année, on a mis l'accent sur le sol. Peut-être qu'on aurait dû commencer par ça d'ailleurs, parce que finalement, sans sol, oui, rien ne se passe, rien n'existe. C'est quand même une grande... C'est un sol... enfin ça, Florian va en parler beaucoup mieux que moi. Il nous faut pour que nos aliments, puisque finalement c'est... en partie, ce n'est pas seulement l'alimentation, le sol, mais il faut quand même un sol vivant, et ce sol vivant, eh bien, voilà, ça se travaille. Nous, ça ne se travaille pas du tout, mais dans le cadre d'une agriculture, de ce qu'on appelle l'agriculture, il faut en effet pouvoir prélever, puisque les plantes, quand elles se développent, elles prélèvent, mais il faut aussi parfois redonner au sol. Et ça, Florian va nous expliquer très bien comment ça fonctionne et comment on peut prendre soin de son sol. Et si on prend soin de son sol, j'imagine qu'il va vous le dire aussi, on prend soin de nous-mêmes. Parce que finalement, la vie n'est qu'une. Et quand on massacre son sol, quelque part, comme le disait mon ami Pierre Rabhi, enfin feu Pierre Rabhi, quand on fait du mal à son sol, on se fait du mal à soi-même. On n'en est pas toujours conscient, mais voilà. Donc, on va essayer, Florian va essayer de vous expliquer tout ça, et puis bien d'autres choses encore. On a eu des petits sursauts cardiaques avant la mise en place, parce qu'on pensait que la connectique ne fonctionnerait pas, mais finalement, ça a l'air parfait. Donc je laisse la parole à Florian. Est-ce que tu as dit que j'allais dire beaucoup de choses? Oui, donc je te laisse parler. Alors j'ai 3 quarts d'heure. On a laissé un temps pour aussi des questions de l'échange. Ça c'est chouette. Du coup, vous me pardonnerez qu'en 3 quarts d'heure, faire la fertilité des sols, c'est un petit peu une mission impossible. C'est un thématique que d'habitude je traite au minima sur 2 jours. Donc là, on va juste un peu dérouler les grandes notions. Si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Moi, j'ai mis 20 ans à le faire et puis j'ai pas tout pigé encore. C'est assez vaste. On va juste un peu... Donc, titre un petit peu énigmatique. Pourquoi quelle fertilité? Ça, c'était pour vous faire venir. Et puis, je vais essayer d'y répondre. Et puis, en guise d'intro, en fait, j'ai piqué un petit truc à ma fille. Et puis, à vous de trouver pourquoi ce lien, en fait, entre une bulle et ce que je vais essayer de vous amener aujourd'hui. C'est fragile. C'est fragile, ouais.
hop, si j'essaie Ça de tombe la... par terre. Et alors ça tombe. Non, mais pourquoi cette parenté en fait? C'est qu'en fait la vie est supportée sur Terre par une couche qui est encore plus fine que cette petite pellicule que vous voyez là. Donc si vous imaginez cette Terre, la petite pellicule qui porte la vie va entre 20 cm et quelques mètres. Et c'est tout ça qui permet la vie sur Terre, tout simplement. Donc c'est très très fin par rapport au dimensionnement de la Terre. Et nous, on a à charge, alors en tant que paysans principalement, mais jardiniers aussi, voire même citoyens, en fait une mince couche arable sur laquelle va pouvoir se développer des végétaux et du coup tout une monde énorme en fait de vie. Ça vous le verrez peut-être mieux avec Marc et Sophia tout à l'heure si vous avez à leur atelier. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble, mais eux ils vous montreront la vie sous terre au niveau microscopique. On connaît tous la vie macroscopique qui peut se voir à l'œil nu, mais ça porte aussi les végétaux, tout ce qu'il y a dessus aussi comme microbiologie, champignons, etc. Et puis après, par extension, les chaînes trophiques qu'on appelle, c'est-à-dire les cascades trophiques, c'est-à-dire que cette petite vie-là est à l'origine de la moyenne et de la plus grande jusqu'au carnivore. Donc en fait, tout se résume sur cette petite pellicule. Donc j'ai mis un peu des images pour illustrer, quand on parle de fertilité, un peu ce qui vient. Oui, on a parlé du ver de terre en introduction, c'est sûr qu'un turricule de ver de terre est symbole, est un indicateur de fertilité, mais pas tout le temps, parce qu'on peut avoir des sols sans ver de terre. Ça existe, en fait, dans des sols très sableux, avec des angles, un peu avec des arêtes. Il y a des sols qui sont fertiles mais sans vers de terre. Donc ça reste un indicateur. Il ne faut pas oublier qu'en fait les vers ils se nourrissent de quoi? De microbiologie, de microbes principalement. En fait c'est ce qu'ils digèrent. Donc en fait l'origine de la vie elle est surtout dans ce monde-là, bactérien et fongique. Et après tout en découle. Des concepts au début, parce que on vient avec là un monde un peu de la tête, on n'est pas avec une bêche à regarder. Moi, j'introduis toujours ça pour essayer un peu d'élargir notre façon de percevoir un peu le vivant général. C'est-à-dire que de rajouter en fait à ce qu'on appelle des notions de matière. Voilà, par exemple, il y en a comment on reconnaît des types de sols. C'était une question un peu du début. Voilà, il y a des sols argileux, il y a des sols sableux, des sols limoneux. Ça, c'est de la matière quelque part. Et comment on va amener en fait une notion de processus. Et moi, je donne toujours cet exemple-là. Vous pouvez faire un petit profil de sol à la bêche et vous avez la même nature de votre sol. Vous faites un découpage 1 mètre carré et vous faites en 4 saisons et vous regardez votre sol en 4 saisons. Là, vous avez 4 types de sol. Pourtant, c'est le même, il y a 1 mètre carré. C'est-à-dire que ce qui se passe en hiver, c'est pas ce qui se passe au printemps et encore moins en été et à l'automne. Le printemps et l'automne se ressemblent un peu dans les dynamiques. Mais du coup, dans la notion de processus, on va faire intervenir cette notion de temps. C'est pareil, quand on parle de compost. Le compost, en fait, c'est un processus. Vous prenez un compost jeune ou un compost vieux, vous avez pourtant la même matière originelle, mais vous avez des processus et du coup des actions qui sont complètement différentes suivant ce que vous allez utiliser, s'il est jeune ou s'il est vieux. Quand il y a déjà les verts rouges qui sont dedans, en fait, on a quelque chose qui a fini sa maturité, qui est plutôt une tente vers une minéralisation, qui a une odeur très minérale, alors que si vous prenez quelque chose qui a 3 semaines, 1 mois, un compost, en fait, ça sent plutôt les champignons, un peu l'humus de forêt. Et pourtant, on n'a pas fait grand-chose. On a juste attendu et fait du temps. Donc cette notion de processus, elle est vraiment à intégrer parce qu'on l'oublie bien souvent. Et on l'oublie bien souvent, par exemple, quand on fait, ce qui amène un peu la deuxième notion, c'est-à-dire quand on fait des analyses de sol, vous allez avoir une photo à un moment donné, mais en fait, si vous refaites, par exemple, une prise de sang au bout de 6 mois, en fait, vous avez des choses qui ont bougé. Donc, cette notion de processus, elle intervient. Et d'amener, en fait, une vision un peu globale, c'est-à-dire de contextualiser quand on fait les choses, un trou, une analyse de sol, etc., de le ramener, en fait, dans le global, ça nous permet d'éviter des biais d'interprétation. Et c'est bien souvent ce qu'il fait. Moi, la plupart des gens ils m'appellent « Oui, je veux une analyse de sol. » Oui, mais bon. Moi, si je te file une analyse de sang à un instant T, ça ne te donnera pas du tout. Moi, si je ne vois pas le patient, si je ne vois pas les symptômes, si je ne vois pas le psychologique, etc., tout ça, j'ai aucune idée de ce que ça veut me dire, juste une analyse. Donc, toujours remettre dans le global.
Donc moi j'aime bien dire que je suis plutôt un généraliste là-dedans, parce qu'après sinon on se spécialise, on se surspécialise, et puis après on regarde un petit bout de la lorgnette et on oublie de voir l'ensemble. La troisième notion, forcément, c'est d'amener à l'appréciation quantitative à une appréciation qualitative. Ça, on le fait tous, mais on oublie que bien souvent, cette notion de qualité, elle est subjective, donc on ne peut pas y mettre des chiffres derrière, mais par contre, elle a bien plus de valeur. Exemple, si je vous donne une analyse au niveau des vitamines ou des nutriments d'une pomme et d'une poire, a priori, dans la salle, il n'y a personne qui sait me faire la différence sur une fiche comme ça. Par contre, on la prend dans la main, on la sent, on la goûte, même s'il nous manque deux sens, on a tout de suite cette impression qualitative des différents sens qui nous permet de reconnaître ces choses-là. C'est la différence entre l'analytique et l'analogique. Le global permet d'avoir l'entièreté de ses sens, et l'analogisme, justement, se spécifie sur... Des fois, c'est intéressant, on va le voir. Ça peut être des cas particuliers qui disent « Ok, là, je vois qu'il y a une certaine méthode d'analyse qui peut bloquer des processus derrière, mais tout le temps le remettre dans le processus. » Vous parliez de ces sols calcaires tout à l'heure, au fond, sur des sols argilo-calcaires. Le problème, c'est bien entendu, c'est pas l'argile en fait, c'est le calcaire et les excès calciques. Et on voit qu'il y a des leviers pour immobiliser le calcium. Ça, on peut faire, voilà, avec du soufre. C'est assez simple. On immobilise le calcium. C'est des réactions qui sont avec des bactéries encore, des sulfobactéries. Et on transforme avec du soufre élémentaire. Le calcium, on l'immobilise en gypse. Voilà, et ça devient neutre. Et on a moins de problématiques. Et donc ça, c'est un des leviers qu'on a, on verra, pour s'approprier des sols calcaires qui, en fait, du fait de ces excès calciques, vont bloquer des éléments, comme le phosphore, le potassium, etc. Et peuvent faire des chlorosphériques aussi. Enfin, ça bloque beaucoup de choses. Donc, c'est quoi un sol? Allez-y, des petites notions comme ça. Ouais, le problème, c'est que je vous fais participer en plus. Comment on définit un sol? À sa texture. À sa texture. Ça, on va voir. Mais comment vous feriez une définition? Des matériaux organiques. Alors que, là, c'est des tourbes, par exemple, on n'est que sur de l'organique. Mais est-ce que on n'a que de l'organique dans un sol? Et on a du minéral. Donc, en fait, c'est une rencontre entre le minéral et l'organique, et le vivant. C'est un complexe argileux. Non, parce que des fois, on n'a pas forcément d'argile. Donc les complexes qu'on a qualifiés de complexes argilo-humides, on a des sols sans argile, ou alors en très très fine quantité, mais on peut faire des complexes monohumiques. Alors déjà, là, on est en train de faire la moitié. Mais je vais y venir, mais l'argile est un facteur intéressant dans les sols, mais on verra qu'il a ses bons côtés et aussi ses côtés plus astreignés. Bon, alors moi je vais chercher dans le dico, souvent j'aime bien faire ça. Voilà, c'est quoi? C'est la couche supérieure des terrains agricoles et plus globalement de la croûte terrestre issue de la métamorphose de la roche. Alors c'est pas très poétique. Du coup, on en trouve d'autres. Interface entre la lithosphère, voilà, c'est litho, c'est les pierres, enveloppe terrestre rigide, et la biosphère. Donc là, on a la notion de bio, vivant qui intervient. C'est pareil, c'est pas encore très poétique. C'est aussi un support de la vie terrestre et il résulte de la transformation de la couche superficielle de la roche-mère, la croûte terrestre dégradée enrichie en matière organique par des processus vivants. C'est à la fois le support et le produit de ce vivant-là. Donc d'où sa fragilité aussi que je vous illustrais par cette petite bulle, c'est que en fait c'est vraiment une rencontre et que il n'y a pas de sol mort par définition, parce qu'on aime bien maintenant nous parler de maraîchage sur sol vivant. Mais ça n'existe pas des sols morts. Même dans des sols sableux du désert, il y a des reliquats de vie. Par contre, il y a des sols plus ou moins dégradés, plus ou moins miniers, très minéral, et ça, on le sent à l'odeur. Donc en fait, ça se passe comment? On a un domaine du vivant, de la biologie, qui rencontre un domaine de l'inanimé, la géologie. Alors là, j'aime bien celle-là. C'est un peu vieux, 78, ça illustre une prairie permanente. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Pour vous imaginer juste des proportions. Là, on va faire de la quantité. Donc avec pourcentage en volume et en sol. On a dedans de l'air, de l'eau et de la fraction solide. Okay, ça représente dans un sol donc une couche de 20 cm sur 1 hectare. C'est ce que représente ça. 20 cm, c'est pas épais, ça peut descendre plus profond, mais là, ça vous donne une illustration de chiffres pour 20 cm.
25% d'air, 25% d'eau, fraction solide 50%. Donc ça nous fait, en gros, ces fractions-là, l'air on ne la pèse pas, l'eau 500 tonnes, fraction solide 3000 tonnes sur 20 cm, 1 hectare. Pour représenter 1 hectare, c'est un petit terrain de foot. Dans cette fraction solide, on va trouver quoi? On va trouver du minéral et de l'organique. On vient de définir que c'était cette rencontre des deux. C'est dans une prairie, c'est pas le cas des champs avec beaucoup de travail mécanique, hein, la proportion va diminuer, mais c'est ce qu'on appelle la matière organique. Ça va être 5% de ce volume-là. Et le reste, 95%. Donc c'est pas grand-chose. Ça représente tout de même 150 tonnes de matière organique sur 20 cm à l'hectare. Donc déjà, on est en tonnes, c'est quand même un bon petit point. Dans cette matière organique, on va trouver quoi? On va trouver de l'humus, qu'on pourrait prendre une journée à définir, les racines et des organismes vivants, ou morts, des organismes. Ça va représenter quand même cette part d'humus, 85%. Donc c'est la majeure partie qui est sous cette forme-là. L'humus, elle est très difficile à définir. On pourrait la définir en tant que chaîne, des très longues chaînes carbonées, en fait, où la matière s'est stabilisée. Les racines, 10%, et les organismes vivants, donc les taupes, les cloportes et les petites bactéries et champignons, seulement 5%. Ça nous fait quand même 127,5 tonnes d'humus à l'hectare sur 20 cm. Donc là, ça nous ramène un peu à l'importance que doit jouer ce rôle de l'humus dans les sols. Et on va, ces organismes, 7 tonnes et demie, on va voir de quoi ils sont composés. Donc on a des bactéries et des actinomycètes, c'est un règne entre les bactéries et les champignons, hein, 40%. On a des champignons et des algues, 40%. La méso et la microfaune, 3%. Et les vers de terre, 12%. Ça représente la macrofaune, ça c'est les fameuses taupes et campagnols surtout, je pense qu'on en a pas mal, 5%. Ça nous fait quand même 3 tonnes de bactéries et d'actinomycètes à l'hectare, sur 20 cm, 3 tonnes. Je pense que je vous refais voilà, un bon van Volkswagen, là c'est à peu près 3 tonnes, juste de bactéries. Les champignons, 3 tonnes du coup. Et en fait, les vers de terre, c'est 900 kg, quand il y en a pas mal. Et c'est là, c'est une prairie. Hein. Il y a des sols où ça s'effondre. Donc en fait, ce qui est au début de la chaîne, il faut bien comprendre que c'est vraiment ces deux mondes-là, des bactéries, des actinomycètes et des champignons, qui sont à l'origine et qui font vivre tout le reste. Les mêmes proportions faites dans un sol, c'était un collègue à moi, François Hérissou, qui avait fait ça. Champignons, il parlait de 3 tonnes et demie, des algues 1 tonne. Voilà, toutes ces petites bêtes qui sont au début des chaînes trophiques, les arthropodes, protozoaires, les nématodes. Et les nématodes, il y a quelques mauvais et beaucoup des bons en fait. Il faut se le rappeler. Ça représente 1 tonne hectare, vers de terre 1 à 3 tonnes et les bactéries 1 tonne 5. Donc, on va aborder ces 4 notions. Je dois aller vite parce que j'ai que quand même quelques minutes encore. Donc la fertilité, moi j'aime bien la définir parce que c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle et de se mettre en fait sur un peu une base commune. C'est la capacité des personnes et des animaux ou des plantes à produire une descendance viable et abondante. Le viable, il est intéressant quand même parce que si on produit des choses dégénérées, ce que entre parenthèses on fait pas mal, derrière, il l'a dit juste avant, c'est aussi ce qu'on mange. Donc là aussi, cascade trophique, répercussion, qu'est-ce qu'on mange si on mange des trucs dégénérés. Une autre définition d'un agronome, c'est la capacité naturelle et durable d'un sol à assurer la production végétale. Donc la fertilité, il faut vraiment la fertilité et la fertilisation, moi c'est deux notions. La fertilisation, c'est l'acte d'engendrer la fertilité. Mais c'est un moyen. Alors que la fertilité, c'est un but. D'avoir quelque chose de fertile, et comme pour nous, d'être fertile, alors viable et abondant, ça vaut aussi pour nous humains. L'étymologie, c'est du latin fertilitas, l'abondance. Voilà.
quelques définitions qui ont été amenées au fil et à mesure du dernier gros siècle, on va dire. Albrecht Stauer, qui était un cofondateur de l'agriculture biologique, avant, un précurseur. L'humus est à la fois une production de la vie et la condition de son maintien. On avait ensuite Steiner qui a initié beaucoup les mouvements de l'agriculture biologique au début du siècle, qui parlait de la fertilité d'un sol. C'est une capacité d'un sol à faire rentrer l'atmosphère, l'air, la chaleur, les gaz et les forces planétaires. Donc lui, il était vraiment dans le global, parce qu'en fait, les deux choses communes à tous les paysans, c'est quand même le sol et le ciel. Hein, et tout le reste après, c'est des conditions particulières. Albert Howard, la Terre n'a jamais essayé de faire l'agriculture sans élevage. Et ça, c'est une grosse problématique actuellement. La spécialisation. Des éleveurs d'un côté, des cultivateurs de l'autre, et beaucoup de la fertilité, en fait, sont venus du monde animal. En fait, c'était une boucle. Et on a séparé ça. Du coup, ça a fait le bordel dans pas mal d'endroits. Le problème des Bretons avec les porcs, c'est pas les porcs. C'est l'accumulation sur des petites surfaces sans faire de la production végétale. Donc on peut faire de la pollution biologique. Que tous les porcs de Bretagne seraient bio, ça ne changerait rien au problème des algues vertes. Hans-Peter Roche, la substance vivante est redonnée à tout être vivant dans le cycle de la substance pour qu'il la réutilise. Donc pour faire comprendre aussi que tout ça est un cycle et qu'en fait on est vraiment dans cette notion de processus. Et enfin, Ernst Lab que j'ai cité avant, c'est la capacité naturelle d'un sol à assurer une production végétale. Moi j'aime bien en fait un résumé, et j'aime bien un peu ce côté poétique de Goethe, qui dit « La nature a inventé la mort pour avoir beaucoup de vie ». Et ça se résume là, et c'est aussi simple que ça. Et on doit faire avec. Alors nous, hommes, on a un petit peu un problème avec la mort, mais en fait le monde animal et le monde du végétal, c'est ok pour eux. Ça va avec, ça fonctionne, et puis tout le monde mange tout le monde, et puis voilà, ils n'ont pas de problème avec ça. Alors, 4 notions de fertilité. Pourquoi 4 ? La première, on va parler du physique. Et en fait, c'est la première. La première parce que souvent, c'est celle qui est un peu délaissée. Donc, en fait, tous les produits miraculeux qu'on vous vendra pour dire « Ah, on va restaurer la fertilité », à un moment donné, en fait, moi, les 3 quarts, je suis gentil, je pense 95% des sols que je vois chez les gens que je suis, le problème, ils sont souvent physiques. Et c'est souvent de la compaction. Et on l'a vu dans l'extrait que j'ai montré avant, un sol qui fonctionne d'une prairie naturelle, c'est 25% d'air, 25% d'eau. Si on n'a plus 5% d'air, en fait tout s'écroule. Donc en fait, la plupart des leviers sont déjà ici. Alors, ça je vais l'introduire avant. Quand on parle de fertilité physique, tu disais tout à l'heure, on définit la texture. La texture, c'est ce qui va définir ce que vous disiez, comment on reconnaît un sol. Les limons, les argiles, les sables. Ça, c'est les 3 grandes composantes qu'on appelle granulométriques, c'est la taille des particules entre elles. D'accord ? Maintenant, la plupart des analyses, même qu'on fait au labo, nous font des analyses de taille, mais ne font pas forcément les vraies argiles. Je m'explique. Bon, on rentre un peu dans des trucs un peu plus compliqués. Mais en gros, vous avez des sables fins, des limons fins. Voilà, à peu près au niveau des proportions. Et tout ça, c'est rond. Et les argiles vont avoir un peu la même taille que ces limons fins, mais sauf que c'est des feuillets. C'est des silicates d'alumine hydraté. Et du coup, les vraies argiles ont cette capacité à faire un peu l'éponge, à gonfler et à dégonfler. C'est des sols qui fissurent quand il fait chaud et qui, quand il pleut, ils se réhydratent et du coup, ça reprend la place. On peut des fois voir sur des analyses de sol, ils nous qualifient ça d'argile. En fait, la seule technique pour analyser des vraies argiles, c'est une technique mise au point par Hérodi avec du bleu de méthylène. En fait, c'était les ingénieurs de ponts et chaussées qui, eux, avaient vraiment l'intérêt, quand ils construisaient les bases, de savoir s'ils avaient vraiment des vraies argiles parce que ça changeait. On voit les problématiques que ça va créer sur les maisons, des fissurations. C'est vraiment cette contraction, dilatation des argiles qui crée ce mouvement-là. Donc il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'ai des sols argileux ». En fait, la plupart du temps, ils ont des limons. Les vraies argiles sont des cas quand même... Alors, il y en a, ici, typiquement, il y en a quand même pas mal. Mais en fait, c'est pas la majorité des sols. Dans quel coin il y a vraiment peu d'argile? Parce que moi, dans le Montreuil, très peu. 3-4% grand maximum. Et encore, je pense que c'est beaucoup des limons. Sol granitique, ont très peu d'argile.
Mais même ce petit pourcent là, il est très important. Mais en fait, il y a beaucoup de sols qui n'ont pas des vrais argiles. Et les sols de la Limagne, par exemple? Je pense que c'est des terres franches, il doit avoir des vrais argiles, puisque on est sur des restes volcaniques. Voilà, et après la proportion des argiles, voilà, tout ce qui finit en 8, illite, montmorillonite, kaolinite, tout ça c'est des argiles au niveau géologique. Donc déjà, hop, une première croyance qui tombe. À noter que peu de laboratoires, donc ça je l'ai dit, blablabla. Voilà, en gros on utilise des grilles comme ça, et on va qualifier souvent en termes d'argile, alors qu'ils sont plus ou moins vrais, on l'a vu. Mais dès qu'on passe sur des sols qui ont plus de 35% un peu d'argile, on commence à avoir des terres qui sont franchement amoureuses. Ça commence à coller un petit peu aux bottes. Dans les terrains, vous allez en bord de Dordogne, là vers Béline, etc. Vous allez avoir des proportions de sable qui sont à 50-60%. Et tout ça donne des styles de sol qu'il faut savoir aussi manier derrière. C'est-à-dire qu'il y a des grandes différences entre un sol très argileux, comment je vais l'appréhender, d'un sol très sableux. Ils n'ont pas du tout les mêmes facilités. Et il n'y a pas un sol plus formidable que l'autre, c'est juste qu'il faut savoir les utiliser. On va ensuite parler de structure, donc qui est vraiment différent de la texture. C'est ce qui va définir l'agencement entre les particules du sol. Par exemple, petit dessin, si j'ai des blocs, des petits agrégats comme ça, quand je fais une petite motte de terre, et je regarde les lignes qu'il y a, plus j'ai des arêtes droites, plus j'ai un sol qui en manque de matière organique et d'humus. Le vivant va se caractériser par, plus il va être vivant, plus en fait on va aller vers du rond, jusqu'à aller vers un peu ces structures couscous qu'on aime bien. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que justement, en fait, ici, je ne peux pas avoir trop d'espace pour l'eau et pour l'air. Par contre, ici, oui. Donc, c'est des niches écologiques. Alors, et là, beaucoup. Là, je peux avoir. Donc, en fait, on va voir que tout ça découle des capacités d'infiltration de l'eau, des capacités de stockage des éléments, de la porosité qui, en fait, est fondamentale dans tous les sols. Sans être en excès, mais plus je vais en fait vers des choses qui sont en strates, voire les pires trucs qu'on peut trouver, je vais essayer de l'illustrer après, ça va être des sols en fait. Ah oui, j'ai dû appuyer sur un bouton qui n'allait pas. Ça revient. En fait, c'est quand les sols sont en strates comme ça. C'est-à-dire vous détachez, puis vous voyez, en fait, ça fait des choses très linéaires. Et là, c'est souvent un très bon indicateur que ça ne va pas du tout. Donc pour illustrer, ça va être par exemple entre une structure grumeuse et une structure compacte. Et du coup, la possibilité au végétal d'aller pénétrer, moi je vois bien souvent, c'est très fréquent dans les cas maraîchers, on travaille le sol, on est super content, le petit poireau il plante bien, mais en fait on vit sur 10 cm de sol. Et dessous, en fait, on arrive à des structures comme ça, et les racines elles font comme ça. Donc en fait, votre potentiel de sol qui est des fois d'1 mètre, moi j'ai une sonde, j'ai deux outils, j'ai une bêche et une sonde, et bien en fait la plante elle explore ça, alors qu'elle a ça possible. Du coup, c'est tous les éléments aussi qui ne sont pas disponibles, et ça on les rôde. Donc plus on va tout le temps cultiver la même proportion de sol, plus en fait on risque d'arriver à des scissions, des strates, on va le voir après. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer. En gros, il faut retenir, plus c'est rond, mieux ça va. Et plus c'est avec des angles anguleux, plus vous allez sur du minéral. Et ça sent aussi à l'odeur. Ces structures ont conditionné la porosité, la compaction, l'infiltration de l'eau, la respiration. Donc là, si on fait un peu des zooms, c'est peut-être ce que vous verrez cet après-midi au deuxième atelier, vous pourrez voir en fait, qu'on a des macropores, des micropores. Vous voyez, la taille des sables va être conséquente, les limons, mais les argiles, c'est encore plus petit. Et tout ça forme des agrégats. Et dans un agrégat, en fait, on cherche qu'il y ait en fait, plusieurs niches. Des zones avec de l'air, des zones sans air, et tout ça va développer en fait un monde bactérien dense, diversifié. Des signes de bioperturbation nous renseignent la présence de turicules de vers de terre, des signes d'érosion, de battance, de fissures. Tout ça, c'est des choses qu'on peut voir assez facilement, aussi quand on fait juste des observations assez simples sur le terrain.
La dynamique des sols, c'est quoi? Comment se forme une structure d'un sol? En fait, il y a deux façons de la voir. Soit on fait des phénomènes physiques, le travail du sol. Là, on fait de la fragmentation, des structures géométriques souvent, parce qu'en fait, on vient passer dans un rotomix la plupart du temps avec des outils animés, style le rotoculteur, une herse rotative, et puis on fractionne tout ça en poudre. Souvent, ce qui se passe, c'est que ça s'érode, hein, ça se barre, et puis en fait, ça ne tient pas longtemps parce que la pluie vient recompacter tout ça. Donc on va avoir aussi des phénomènes climatiques qui peuvent faire ça sur les argiles. Le gel, le dégel fait de la fragmentation, le travail du sol, mais on n'obtient pas des structures qui sont vers le colloïdal. Et l'agrégation, donc avoir une agriculture qui agrège, c'est vraiment antinomique avec justement la désagrégation, la fragmentation qui est physique. Et là, on va avoir des structures colloïdales rondes. En fait, c'est les mucus microbiens, qu'on appelle les mucopolysaccharides, qui font ces liens ensemble, qui fait des cols. Les vers de terre, parce que dans leur digestion, ils sécrètent du calcium et fait des agrégats. Et là, on va commencer à avoir, en effet, des complexes. Pas que argilo-humiques, mais limono-humiques, c'est aussi possible, qui font que ces particules sont liées les unes aux autres par des cols, et notamment par le rôle du calcium. Donc on disait, oui, le calcium, il peut être problématique quand il est en excès, mais il l'est d'autant plus quand il n'y en a pas du tout. Quand il n'y en a pas du tout, on n'a pas le choix d'en rajouter, en fait. C'est ce qu'on appelle le chaulage. Et tout ça, ça nous donne des structures de sol, une organisation en unités structure. Donc ce qui est directement lié à ça, c'est la porosité. La porosité, c'est la faculté d'un sol à pouvoir garder un minimum des cavités, petites et grandes, pour respirer. En gros, on peut faire ce genre de choses, fragmenter un sol et voir comment il part. Et quand on a des structures très massives dans ce sens-là, en fait, on a peu de porosité. Voilà, beaucoup de mottes, compacts, peu d'agrégats, sol peu fertile. Voilà, mottes et agrégats en égalité, on a en route vers la fertilité. Et plus on a des choses, alors c'est important de ne pas avoir de la poussière, mais des petits agrégats. Et ça vous donne des indications déjà. Quand vous faites ça seulement avec un test bêche, ça peut suffire. La compaction, c'est le problème numéro 1 de la majorité des sols, parce que on s'est décidé à avoir des gros joujoux qui font plusieurs tonnes. Et souvent, ça a un impact hyper important. Et vu qu'on a en plus de la puissance liée à ça, en fait, on a un peu le culte du pétrole, hein, c'est-à-dire qu'on a eu de l'énergie pas chère, on a eu des gros jojos, on peut y aller dans tous les temps, surtout quand c'est humide, ou des fois on n'a pas le choix, comme l'année dernière. Mais tout ça, ça a un impact à long cours. L'impact de l'année dernière, nous, on va le ressentir pendant 2 ans dans certaines cultures, du fait d'être passé et d'avoir eu l'obligation d'aller cultiver quelque chose malgré le temps et malgré l'humidité. Ça va avoir des répercussions sur voire plusieurs années. Mais quand je dis plusieurs, ça peut être 5, 6, 7 ans. C'est hyper important. Alors des fois on fait ça, on a avec des télescopiques, là on vient prélever, hop, on fait un profil 3D. Et puis là-dedans, on s'amuse à voir, là, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas là-dessus? Ou qu'est-ce qui va d'ailleurs? En fait, on voit un sous-sol, là il y a une scission nette. Ça, c'est des restes de matière organique, enfouis avec un dernier labour, mais qui se retrouvent à 30 cm, donc qui n'évolueront plus. Et en fait, on a une petite partie là, alors la qualité de l'image ne le permet pas, mais il y a juste ça qui est fonctionnel. Donc on qualifie une zone de travail, où ça va être hyper oxydé du fait de la mécanisation, du coup, ça consomme l'humus et ça minéralise. On a une zone de compaction, ça c'est 95% des sols, où là il se perd plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de vie. Et puis dessous, une zone d'asphyxie, où en fait la matière reste et ça devient même pathogène. Sur un échantillonnage un petit peu, on va mesurer, puis on va pouvoir le découper, voilà. Et puis alors moi je fais comme dans les lignes de la main, puis à chaque fois, en fait ils ne peuvent pas trop me mentir, c'est-à-dire que je leur dis ce qu'ils ont fait les dernières années, quel outil, etc. Et là généralement ils font ah ouais quand même. Donc on voit qu'on a des premières traces, là, une première scission ici, avec une zone cultivée, là c'était le passage d'une herse, voilà, c'est des disques pour ou des chômages. Dessous, on avait encore une limite ici, avec une ancienne raie de labour, là c'était 3 ans et demi. Encore une plus ancienne,
un peu plus dessous, parce qu'à un moment donné, ils avaient voulu encore décaisser un peu plus. Donc on voit, hein, pourtant on n'est pas profond, là on est à 20 cm et là on est à 25. Mais ça suffit. Ça, on appelle ça un horizon de responsabilité. Ça porte un peu mal son nom, malheureusement. Et là, c'est l'horizon naturel, celui qui normalement n'est pas impacté par des outils. Voilà, après, moi, je m'amuse à les qualifier, à les noter en compacité, en porosité, en structure baisse. Alors, je ne vais pas vous envoyer là-dedans, mais c'est des notations qui me permettent de faire un peu sur les profils de sol des notations. Donc, en fait, la même que la photo d'avant, des zones de surtravail, perte en matière organique, des zones de compaction, perte en micro-organismes et des zones non explorées. Voilà. J'ai un petit outil qui permet de mesurer aussi les compactions. Ça s'appelle un pénétromètre. Et puis, voilà, plus c'est rouge, plus c'est compacté. Souvent, je le compare à une zone sous une clôture qui est, elle, pas impactée par des machines. Et puis, alors là, les différences sont juste impressionnantes. Ça nous permet de voir. Des fois, j'ai des sols, ça fait comme ça. Et puis là, hop, on se retrouve ici, comme ça. Et puis, d'un coup, sur la zone ici qui n'a pas été impactée par des machines, on retrouve moins de problématiques. Quand je dis ça, c'est la problématique numéro 1, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que ça ne suffit pas juste des fois la grelinette. Et des fois, on a besoin d'outils plus conséquents. Et puis le gros tracteur, avec un bon outil bien fait, il permet en fait d'aller fissurer ça pour repartir dans un processus qui va bien. Ça s'appelle des fissurateurs. C'est des dents très étroites et qui viennent se faire en conditions sèches pour faire des micro-fissurations, en fait, avec des gros ressorts. Le problème, c'est que c'est une dent avec le ressort, c'est 800 grammes. Donc ça fait un peu peur. Mais en fait, il manque ce type d'outil-là pour résoudre, en fait, pour relancer la dynamique des sols. Et la sous-soleuse avec les... La sous-soleuse vient souffler. Alors, dans des sols plutôt sableux, elle peut aider, mais dans des sols argileux, elle peut être contre-productive. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient renforcer à ce niveau-là. Et en fait, elle va nous abaisser et elle ne vient pas vraiment fissurer. L'idée, c'est vraiment de recréer des micro-fissurations. Et derrière, ce qui appuie ce travail-là, parce que le mécanique ne dure pas, c'est le vivant, donc c'est des racines. Donc là, on vient avec des couverts directement. Donc en fait, mais c'est tout l'enjeu dans les rotations d'arriver à placer ces outils-là. Alors je vous parle là, on n'est plus du tout dans le jardinage, hein. Vous n'allez pas avoir des fissurateurs chez vous, mais c'est ce que peut faire une grelinette. Par exemple, quand on a des dents assez longues, si vraiment on a des zones impactées là, l'idée, ça serait d'aller 5 cm sous cette zone, et le mieux, ça serait même sous celle-là, pour enfin rétablir de la verticalité. Et quand on dit une grelinette, c'est vraiment, on fait juste ça. Hein. Ça ne sert à rien de tout inverser. Ça, c'est contre-productif. C'est juste, on vient faire toc-toc et casser cette barrière-là. Et du coup, ça nous amène à cette connectivité entre les strates. Vous voyez bien dans la photo d'avant qu'on peut avoir vraiment des images très scindées. Et l'idée, c'est de retourner vers la verticalité. Donc, c'est les racines. Et après, c'est toute la vie du sol qui va venir en profiter des galeries. On peut, un ver de terre, une durée de vie peut aller de plusieurs années, voire presque une dizaine d'années. Et on peut trouver des galeries qui sont vieilles de 10 ans, que après, toute la vie, en général, va réutiliser. Donc, on va essayer de rechercher non pas de bouleverser et d'inverser tout ça, mais par contre de retrouver du fonctionnement et de la verticalité. Donc vous imaginez quand on a quelque chose de cet ordre-là, quand il pleut beaucoup, ça peut s'infiltrer. Alors que là-dessus, en fait, moi je viens dans plein de sols, je fais un trou, ils ont fait un labo, on dit ouais, ça s'infiltre. Ouais, ça s'infiltre sur 20 cm. Et dessous, j'ai une rivière souterraine à 20 cm. C'est-à-dire qu'on a une pellicule d'eau qui vient, et qui, alors dans les sols argileux, c'est souvent ça, et puis ça se remplit. Et puis en fait, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas dessous. Donc, augmentation de la couverture végétale, donc des racines et donc des vers de terre. Ça va? Vous dites si je... Bon, normalement, je devrais avoir fini. Fertilité chimique, donc c'est le deuxième stade. En fait, la chimie du sol, souvent on nous parle du pH. Le pH, c'est quoi? Ça s'appelle le potentiel hydrogène. Voilà, on va faire un peu plus de technique, donc je vais essayer de passer vite. Mais par exemple, un sol très calcaire va être plutôt alcalin, vers des pH 7,5, 8, voire 8,5. Et un sol très acide va commencer en dessous de 6,5. Et quand on commence à atteindre 5,5, on va avoir des problématiques avec certains ions qu'on appelle des métaux lourds, les ions alumiques, les ions, etc., qui vont faire des toxicités.
Le problème des sols, par exemple, là où je suis, vers Piégu du Nontronais, c'est pas tant le pH qui est bas, en fait, c'est qu'à ce pH-là, ces éléments-là, toxiques, deviennent assimilables par les plantes. Et du coup, vont créer des toxicités. Donc en fait, quand on essaye de relever le pH en emmenant du carbonate de calcaire, du carbonate de calcium, c'est pas tant pour relever le pH que pour remettre du calcium, en fait, dans le fonctionnement du métabolisme du sol. Donc vous avez vu que c'est vraiment, en fait, le sol est à considérer comme un organe de digestion qui a sa flore, sa faune, et ces éléments qui sont liés, que tout ça doit être un peu en équilibre. Et qu'en fait, si ça ne l'est pas, le problème, c'est que les plantes vont, par leur activité racinaire et énergétique, essayer de rétablir ces déséquilibres, mais du coup, à contre-production de leur rendement ou de leur qualité. Donc en fait, elles essayent de rétablir, mais des fois, elles n'y arrivent pas non plus. Donc le pH est un indicateur qui est fluctuant. Donc si vous prenez le pH en été ou en automne, vous avez déjà 2 valeurs. Ça peut varier de 1 point quasiment sur une saison. Mais ça nous emmène qu'on va chercher en fait des pH qui se situent entre 6 et 7. Ça, c'est les zones optimales pour la plupart de la biodisponibilité des éléments. Là, on va avoir des toxicités au niveau de l'aluminium, du cuivre, du manganèse. Et ici, on va avoir des enrobages du calcium qui fait que ces éléments ne sont plus assimilables. Voilà. Donc, il y a 2 choses pour remédier à ça. Le calcium et la matière organique. Donc, si vous augmentez votre sol en matière organique, la vie, en fait, va faire que ça tamponne ce pH. Donc ça, c'était pour illustrer la plupart des éléments dans lesquels, là, c'est 4,6, là, c'est 8,6, où on va avoir la majorité des éléments, voilà, potassium, calcium, phosphore, fer, manganèse, etc., où ils sont majoritairement disponibles. Bon, vous n'allez pas faire ça chez vous, on s'entend bien, mais de contrôler le pH avec des petites languettes pH, ou tout du moins de pouvoir voir avec juste un test avec un vinaigre un peu coriace, vous mettez sur un sol, si ça bulle, c'est que vous avez beaucoup de calcium actif. Voilà. Quand ça bulle pas, en fait, c'est souvent qu'on est dans des zones avec des pH un peu bas, et que du coup, ce calcium-là, il est d'une manière ou d'une autre à rajouter. Donc ça, c'est des petits indicateurs. Le pH est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors là, bon, la CEC. C'est ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique. En fait, c'est la taille des frigos dans un sol. En gros, vous avez des frigos. Plus votre sol est argileux, plus vous avez des gros frigos. Plus il est sableux, plus vous avez des petits frigos. Ok, ça va mieux comme ça. En valeur absolue, ça nous donne la taille des frigos. Puis c'est ce que je viens de dire. En gros, ça se définit comme ça. Dans un frigo équilibré, vous devrez trouver à peu près cette proportion-là de calcium, 68%, là on n'est pas au pourcentage près, du magnésium, de l'hydrogène, de la potasse et les autres éléments. En fait, c'est votre rayonnage. Il faut voir que les argiles, en fait, vont se lier au niveau chimique avec des ions, donc des cations, des ions positifs, du calcium, du magnésium, du fer, avec de la matière organique. Dans les sols très calcaire, où il y a beaucoup du coup par définition de calcium, c'est intéressant d'avoir du magnésium parce qu'il retient mieux l'eau. Ou dans les sols sableux qui sont très drainants. Souvent en fait ça c'est quelque chose qui manque. Et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi rétablir avec des poudres de roche. Par exemple de la kiésérite, du patenkali, on va pouvoir des fois un peu renforcer parce que le calcium il a une proportion à vouloir prendre toute la place. Des fois il prend tout le frigo. Donc ça, après, c'est quand on affine un peu ça, qu'on va avoir des problématiques un peu particulières. Il y a un agronome qui a beaucoup bossé là-dessus et qui donne des notions de ratio calcium sur magnésium en fonction de la CEC. En gros, plus vous avez un sol sableux, plus vous avez des petits frigos, donc plus elle est petite. Et plus vous avez des argiles, plus vous avez du stock possible, mais autant faut-il qu'il soit disponible. Donc si le calcium prend trop la place, en fait, il enrobe les autres et elles ne sont pas disponibles. Donc soit on immobilise le calcium, soit on les rajoute. Ça va? Donc, ouais, là je crois que... ouais, bon. En même temps, il faut que je le dise aussi. Quoi. Là, c'est quand on fait un peu plus de l'analytique avec des analyses de sol. Donc ça peut servir aussi. Non, mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir les éléments dans le sol, mais pas ils ne disponibles. sont pas rendus disponibles pour... Exactement. Des fois, ils y sont,
Et ils disent des fois ils sont en profondeur, et c'est typiquement le cas des sols très calcaires, c'est-à-dire par exemple le phosphore va être pas disponible, c'est pas qu'il y est plein, c'est juste qu'il n'est pas disponible parce qu'il y a des excès de calcium. Donc des moyens pour ça, c'est de, ok, calcium, comment je peux l'immobiliser? Là on a le soufre élémentaire, qui reste une poudre de roche, et qui va faire par l'action des sulfobactéries, va immobiliser ce calcium en gypse, et du coup rendre ce phosphore disponible. Donc ça, des fois... Sur les sols acides, c'est pareil, des fois il suffit de remonter... Sur les sols acides, des fois il suffit de remonter le pH pour que certains éléments soient... C'est ça, ou en tout cas qu'on n'ait pas les toxicités. Donc le calcium, il est central, mais il ne doit pas être en excès. C'est pour ça qu'il est hyper important en fait dans le métabolisme du sol. Mais par exemple vers chez nous, oui, souvent ça manque, et en fait si tu ne chaules pas, tu as quand même des gros problèmes. Là, c'est un indicateur, c'est-à-dire que le taux de matière organique, c'est souvent ce qu'on regarde. Mais pareil, ça va dépendre des types de sols. Dans des sols très argileux, en fait, on sait maintenant, c'est un agronome suisse qui a bossé là-dessus. Lui, il a mis en corrélation le taux d'argile avec le taux de matière organique. En gros, pour simplifier, plus vous avez d'argile, plus vous devez avoir des matières organiques conséquentes dans vos sols. Et souvent, c'est en fait un manque cruel. C'est-à-dire que dans ce rapport-là, par exemple, si j'ai 3% de matière organique, qui n'est pas déconnant, hein, c'est pas trop mal, on a vu une prairie, c'est 5%, mais que j'ai 40% d'argile, si je fais le rapport entre les deux, en fait, je vais être en dessous de ce rapport-là qui sera autour de 10. Et là, je suis en fait, le sol ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a atteint comme une limite, il ne peut pas descendre vraiment en dessous cet indicateur, mais le sol n'est pas en fonctionnement. Dans des sols, plus on a d'argile, donc 40%, il faudrait presque 8% de matière organique pour qu'il soit en état de fonctionnement correct. Donc c'est énorme, 8% de matière organique. C'est-à-dire qu'on doit en rajouter des quantités astronomiques de carbone, donc de compost, de restes, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi de mésestimé. Par exemple, moi je travaille avec des paysans qui sont avec des taux de matière organique de 1,8. Donc on dit, c'est pas beaucoup, mais en fait sur des sols sableux, en fait ça va très bien. Ça marche. Donc on voit encore que cet indicateur sorti du global, il n'a pas une grande valeur. Il faut toujours le mettre en relation avec le reste. Mais l'apport sera... Pardon ? Il va falloir apporter plus souvent. Alors dans des sols très argileux, alors oui, parce qu'ils ont deux fonctionnements différents. Voilà, ça doit fonctionner différent. C'est sûr qu'en fait il faut un amendement régulier, ils ont une fragilité, il faut toujours les maintenir couverts parce que sinon ils s'érodent. Plus ils sont travaillés, plus le peu d'humus qu'on a dedans, en fait on va le bouffer. Alors que dans l'argile, on a des gros frigos. Alors souvent en fait il y a une double chaîne avec des cadenas énormes qu'on n'arrive pas à ouvrir, mais le potentiel il est là. C'est illustré un peu là-dessus, c'est-à-dire que dans les sols sableux, on a très peu de fertilité chimique, mais dans les sols argileux, oui. Par contre, dans la fertilité physique, là j'ai plus d'air, vu que j'ai plus des agrégats, en fait, j'ai plus du colloïdal, d'espace, de l'air, de l'eau, enfin de l'air surtout. Mais du coup, on va vraiment différencier la fertilité physique et la fertilité chimique, ce lien entre les deux. Je veux dire, dans les sols argileux, plutôt que dans le mille pour bloquer le soufre, pour bloquer le calcaire avec du soufre, il y a les plantes bioindicatrices qui permettent certains déblocages. Oui, le chardon. Lui, il essaie d'aller chercher le phosphore en profondeur. Non, mais je ne pense pas au charbon, je pense moi à des vesses. Mais c'est plus des plantes bioindicatrices, c'est des couverts végétaux. Oui, mais c'est pour faire une analyse de sol, on peut faire avec des... On peut faire avec des plantes bioindicatrices qui nous indiquent en fait l'état d'une parcelle. Ça, c'est des indicateurs. Mais par exemple, je parlais du chardon parce que souvent, dans les sols argilo-calcaires, qui plus est compacté, on a des plantes à racines pivotantes qui essayent d'aller extraire un peu plus profond, nous indiquent des états de tassement et des états de non-mobilité, notamment du phosphore, etc. C'est un indicateur, mais ensuite il y a des plantes, si elles poussent là, c'est parce que le sol est légèrement bloqué en phosphore et en potasse. Si vous avez de la vesse, ça va permettre de débloquer la vesse. Les plantes qui poussent sur un type de sol, souvent sont le remède du problème. Mais moi, les agriculteurs que je connais, ils ne sont pas prêts à faire des champs de charbon. Pourtant, ça serait la meilleure plante pour faire ça. Donc, j'ai pas dit ça. Non, mais je sais. Sur de la vesse, pour débloquer le phosphore et le potasse, c'est quand même royal. Et ça, on ne fait pas appel à l'agrobusiness.
On fait pas appel. Mais oui. Mais encore une fois, l'agro-business, c'est des fois, en fait, on va prendre un peu des médicaments, parce que des fois, un peu, c'est comme nous. On va agir ou par homéopathie, ou par... ou y aller un peu plus fortement, parce que quand on fait un fissurateur avec un 200 chevaux devant, enfin, je veux dire, faut quand même l'avoir, le tracteur et l'outil derrière. Mais derrière, des fois, c'est un peu comme quand on se casse le bras. On peut se dire qu'on va prendre des granules d'arnica, on peut attendre un moment, où on met un plâtre, et puis ça va un peu plus vite. Après, ça dépend des besoins, des capacités économiques, financières, humaines, etc. Les plantes qui sont là vont venir jouer ce rôle-là. Souvent, c'est comme un peu les problèmes qu'on va avoir sur des sols très sableux, souvent avec des pollutions de métaux lourds, où on va avoir de la datura. La datura est la meilleure plante pour détoxifier ça. Mais elle est problématique. Par contre, au niveau des récoltes, et qu'il y en a des paysans bretons, quand ils font sarrasin, qu'ils ont de la datura, c'est tout déclassé. Ils peuvent tout jeter. Ah ben oui, c'est sûr. Donc, voilà, jusqu'où on est prêt à aller. En tant que jardinier, on n'a pas les mêmes contraintes qu'on va avoir en tant que paysan, et jusqu'où on peut aller, attendre, etc. Alors, si la plante qui pousse spontanément sur une culture, comment on dit alors l'ambroisie? L'ambroisie, c'est des plantes c'est des toxicités de sol. Alors moi, je suis pas un spécialiste, parce que j'ai dit que j'étais un généraliste. C'est pratique d'avoir dit ça. Il y en a, ouais, j'ai des collègues qui font ça, Migueno, il y en a plein qui font vraiment de l'analyse agronomique par les plantes bioindicatrices. Gérard Dussert, il a écrit son bouquin et tout le monde a appris là-dessus, mais l'ambroisie, c'est vraiment des sols en toxicité aiguë. Ouais. Ça existe des agriculteurs qui plantent des chardons pour... J'en ai pas connu. Bon voilà, non. C'est très naïf. Hein. Non, mais c'est une Et ça pourrait se faire. Si, j'en connais quelqu'un dans le 82 qui avait planté du Sinara, qui est proche. Qui est un cousin... Et alors ça fait quoi? En fait, c'est le meilleur médicament. Parce que souvent, ces plantes qui sont là, ne pas dire, mais elles trouvent leurs conditions optimum et du coup viennent souvent faire des réparations, voilà, comme les rumex. Les rumex, c'est des sols compactés avec de la matière organique bloquée. Moi, j'avais une étable, j'avais des vaches. Là où il y a les rumex, c'est en sortie d'étable. Après, dans le champ, forcément, parce qu'on a des vaches de 400 kg qui piétinent dans la boue, etc. Par contre, quand on les trouve dans les cultures, ça vraiment signifie qu'on a des blocages de matière organique qui n'arrivent pas à aller vers des stades d'évolution justement vers l'humus, mais plutôt vers le charbon. Parce qu'on oublie trop souvent, le charbon, pétrole, c'est de la matière organique à la base. C'est juste une orientation. D'accord ? Tourbe, charbon, pétrole. C'est ça les processus quand il n'y a pas d'air. Donc il faut qu'il y ait de l'air pour aller vers de l'humus. Et quand on a des rumex, c'est souvent des compactions et des problèmes d'accumulation de matière organique qui sont bloqués à des stades qui vont venir. Alors c'est bien pour les générations futures, comme ça ils pourront avoir des suves encore tranquilles. Mais a priori, ça n'est pas très pratique pour la. Voilà. Il faut les retirer ou les laisser dans son jardin? Il faut décompacter. Ouais. Moi, j'ai été paysan en Suisse avec toute la. Je sais que ce n'est pas loin, je vais faire gaffe qu'elle est suite. Mais ils s'acharnaient à aller cueillir chaque chardon pour pas qu'elle graine. Le problème, il n'est pas là. On peut, bien sûr, ça réduit un peu l'impact, mais une graine de chardon peut avoir une durée de vie de 80 ans dans les sols. Donc le stock semencier qu'il y a dans les sols, il est phénoménal. Donc vouloir croire qu'on a une incidence en allant les collecter, c'est juste visuel. Par contre, quand on remet en route les sols, souvent les chardons commencent à dégénérer. Ça, moi, je l'ai vu chez moi. C'est une expérience concrète. Où ils commencent à dégénérer parce qu'ils ne sont plus dans des conditions optimum, ils se font attaquer par des petites bébêtes, etc. Et au bout d'un moment, on n'en voit quasiment plus. Mais si on a un de ci, de là, ça c'est pas grave. Une problématique quand on fait des foins, c'est qu'on a énormément de chardon, parce que c'est pas une plante très appétante pour les vaches. C'est très bon pour le foie et les reins. Pour le foie et les reins. Ouais. C'est Ça détoxe le sol, ça détoxe... Comme le pissenlit. Mamie qui fait une petite suze après manger, en fait, a des processus... Non mais, donc toujours, c'est des processus d'amer. Le pissenlit, en fait, vient régler ça dans les sols par des processus en fait, d'amertume dans les sols et régler des excès de matière organique qui sont bloqués. Quand vous avez des champs de pissenlit, en fait, c'est qu'il y a quand même une problématique de matière organique qui est bloquée, qui n'arrive pas à évoluer. Il y a de l'excès d'azote aussi.
Oui, mais c'est sous des formes organiques. C'est pas de l'azote sous forme nitrate ou voilà. Ça, c'est d'autres plantes qui viennent l'indiquer. Est-ce qu'on a une idée de selon les plantes, on parle du chardon, du omex ou du pissenlit, mais si on laisse faire sur une idée du laps de temps que ça pourrait prendre? Ça dépend des sols, j'imagine. Le mieux pour les sols, c'est une forêt. Hein. Donc si tu attends, en fait, tu vas avoir tout ça. Tu as les premières époques. Après, tu as des buissons. Après, tu as des bouleaux, etc., des bois tendres. Et puis, tu arrives aux conifères feuillus. Et les sols idéaux qui fonctionnent le mieux, c'est des sols de forêt. Le problème, c'est qu'on n'est plus vraiment chasseur-cueilleur. Et du coup, en fait, moi dire on tend vers un sol de forêt, oui, mais on a une action en tant qu'humain, parce qu'on est devenu sédentaire. Là où je voulais aller, c'était à quel moment, est-ce qu'on a une idée du laps de temps où cette matière qui est bloquée, ou ces composantes qui sont bloquées? Ça dépend de ce qu'on va mettre en branle derrière. Donc régler les problèmes de compaction. Derrière, des fois, de faire des apports qui permettent des rééquilibrages au niveau chimique, et après, je vais venir sur le biologique. Du coup, Alors, normalement, les questions, c'est super, hein. Non, mais bravo. C'est juste, comme ça, je vous donne peut-être des trucs après qui répondent à vos questions maintenant, et après, on se prend un temps. Du coup, fertilité biologique. Donc, c'est sous l'étroite dépendance de la fertilité physique et chimique, parce qu'en fait, la vie du sol, si elle n'a pas ces conditions, en gros, vous avez une maison, là, vous avez un toit, vous êtes hors d'air, vous êtes hors d'eau. J'ai un frigo bien rempli, ok, je peux y habiter, la maison est sympa. Si le toit est cassé, qu'il y a des infiltrations, que j'ai un tout petit frigo, qu'il y a un cadenas double tour dessus, j'ai envie d'aller ailleurs. Voilà, faut le prendre comme ça en fait. Et un sol, c'est ça, c'est un habitat. Donc faut qu'il y ait un toit, faut qu'il y ait un frigo, faut qu'on soit à l'abri. Donc si la maison n'est pas correcte, les pièces étouffantes, qu'il n'y a pas de toit, que les frigos sont petits, mal remplis, alors la vie biologique aura du mal à s'implanter, à prospérer. Imaginez-vous ce que c'est en fait qui vit dans une poignée de terre, c'est autant d'habitants d'êtres humains que de bactéries. C'est énorme le nombre, la diversité qu'il y a en fait dans juste une fraction de petites mottes. Là on va pouvoir voir, oui, alors il y a des racines avec des petits poils absorbants, on va trouver des népatodes, des amibes, des colamboles, des acariens, et dans ces tout petits agrégats, si on fait encore une loupe, on va trouver de l'humus, des ifs de champignons, des bactéries, des nématodes qui viennent boulotter tout ça. Donc en fait, en gros, une phrase qui résume bien ça, c'est un organisme, plus il est complexe, plus il est stable. C'est un peu comme pour nous. Parce que quand on fait de l'eugénisme et qu'on veut mettre qu'une seule race, j'ai pas du tout de référence à quoi que ce soit, et en fait, à un moment donné, ça dégénère. Voilà ça en plus petit. Donc il faut tous ces biotopes dans la vie de ces petits agrégats, il faut de l'air, il faut de l'eau, il faut des zones en anaérobie, parce qu'en fait ça correspond à des spectres de vie qui sont très larges. Alors, ça c'est des exemples. Par exemple, là c'est une illustration sur un maraîchage diversifié sur 1,5 hectare en sol limono-sableux. Donc c'est un petit frigo, donc faible CEC. C'est quelqu'un qui, voilà, là j'ai fait 3, alors il y a 2 mètres ou 3 mètres de différence entre ces modes de terre. Ça j'aime bien faire. Souvent je vais sous une clôture, dans le champ du voisin. Donc là, elle faisait des engrais verts systématiques. Donc dans ces sols-là, sableux, c'est hyper intéressant de toujours les préserver en étant couverts, parce qu'en fait ils s'érodent très vite. Parce que les petits argiles et les petits limons, qui sont très friables et très volatiles, en fait plus on les travaille et moins ils sont protégés, plus ils se dispersent. Ce que vous voyez derrière les machines, les nuages de poussière, ce que vous voyez dans les rivières, là, après les 3 jours de pluie qu'il y a eu, là, 120 mm en 48 heures, toutes les eaux, elles sont marron, mais pourquoi? Parce que ça se barre des champs qui sont découverts. Ça ne devrait pas. Et ça, c'est plusieurs centimètres. C'est-à-dire que les gars, ils me disent « Ah oui, mais j'ai les cailloux qui remontent. » Ouais. C'est ton sol qui se barre. C'est pas les cailloux qui remontent. Et des fois, on voit des parcelles comme ça, il y a des talus, et puis il y a 20 cm. C'est 20 cm sur 20 ans qui se barrent. Donc c'est 1 cm par an, c'est énorme. Qui sont retrouvés à Libourne. Mais c'est ça la réalité. Et ça, on n'a pas idée, en fait, de cette micro-érosion, est bien plus problématique que tout réchauffement climatique, etc. La perte de diversité et l'érosion est 10 fois plus compliquée à gérer dans les moyens de résoudre ça que le carbone dans l'atmosphère.
Bon, c'est un parti pris. Bon, bref, tout ça pour dire, des pommes de terre, ça c'est la mode d'ici. Donc sol qui est travaillé, buté, on voit que ça ne se tient pas, il n'y a pas de cohésion. Ici, c'est les racines qui tiennent. Hein. Et les racines, c'est pas qu'elles s'enroulent à travers chaque agrégat. C'est qu'en fait, c'est la vie du sol et des bactéries qui sécrètent des mucopolysaccharides, vous avez appris un mot technique aujourd'hui, et qui fait que ça colle les unes entre elles. Et ça, c'est une parcelle qui était à 5 mètres après un voisin, une espèce de prairie, mais qui ne fonctionne pas. Et vous voyez là, juste la couleur du sol. C'est impressionnant. Par contre, couvert, et avec des engrais verts. Et l'autre chose qu'elle faisait pour monter son taux de matière organique, c'est du broyat. Dans ces sols-là, c'est intéressant. Mais les deux, rajouter que du broyat, il y a un risque de faire de la fin d'azote, parce qu'à un moment donné, il y avait la mode quand même du BRF, alors tout le monde a mis du BRF. Mettez du BRF sur un sol argileux où il n'y a pas beaucoup d'azote, vous allez voir, c'est tout jaune. Hein. Parce qu'en fait, toute matière organique, quand elle est brute, va demander de l'azote mobilisé du sol pour pouvoir aller évoluer vers l'humus. Donc au début, vous allez tout le pomper. Après, il reviendra, on verra. Donc là, j'en arrive à un grand fondement que vous allez pouvoir ressortir, la photosynthèse. C'est quoi? Quelqu'un s'en rappelle? Qui nous fait un petit cours de biochimie? Allez, il faut quoi pour faire la photosynthèse? De l'eau. Du gaz carbonique. Ça nous donne des sucres, C6H12O6, c'est de la biochimie, et de l'oxygène. C'est quoi ça? Des sucres. Donc tout ce qui se finit en ose, glucose, saccharose, cellulose, c'est des sucres, c'est des chaînes plus ou moins longues. Il faut savoir, quand vous faites de la photosynthèse, il y a de l'énergie lumineuse, là, hein, c'est la magie des plantes, c'est-à-dire que avec juste du soleil et de la chaleur, elles sont capables de transformer ça. Ça, c'est la même chose. Hein. Non, il faut que je s'en rappelle. Bois, lignine, cellulose. Ça, c'est du sucre un peu dur. Et ça fait des plus ou moins. Enfin, ça, c'est. Voilà. On a là du gaz et de l'eau. Et ça, c'est la magie du végétal qui fait ça. C'est-à-dire qu'elle transforme de l'air en matériaux, en formant des sucres. En plus, elle nous relâche de l'oxygène, ce qui, quand même, n'est pas trop mal pour les mammifères, a priori. Il faut pas mal d'espèces vivantes. Dans ces sucres, il faut savoir qu'il y en a la majorité qui est pour la partie aérienne, 50 à 60%, mais il y a l'autre partie qui est pour la partie souterraine, pour les racines, etc. Alors vous allez me dire, oui, ça fait des racines, donc c'est aussi des formes de sucre, hein, c'est la même nature. Mais en fait, il y a une vingtaine de pourcents de cette partie-là qui est sécrétée par les racines sous forme de sucre pour nourrir les bactéries et les champignons. Excrétée. Merci. Donc en fait, la plante nourrit sa rhizosphère. Et ça, c'est fondamentalement trop oublié, que là, on est dans cette rencontre entre le minéral végétal pour former les sols. C'est la plante qui forme les sols. On peut dire ça comme ça. Et en gros, elle va filer du sucre aux bactéries et aux champignons qui, en échange, vont filer des sels. Passe-moi le sucre, je te file du sel. Et c'est exactement ça qui se passe. Et donc, quand on a ça qui commence à fonctionner, eh bien en fait, on a un cycle vertueux qui commence à se faire et à nourrir l'ensemble et à alimenter la pompe. Et après, ça continue. Il faut savoir que ça, c'est des ifs de champignons, des associations mycorhiziennes. L'exploration d'un if, c'est x10 par rapport à une racine, x10 à x100. Donc quand vous avez un spectre racinaire comme ça, un champignon qui vient se greffer et qui va pouvoir se connecter à cette plante, mais aussi aux chênes, aux rosiers, aux cerisiers, etc. voisins, va explorer, lui, l'ensemble du jardin quasiment. Mais à chaque fois que vous venez avec des outils style votre motoculteur, vous aimez bien jusqu'à aujourd'hui, ben vous explosez sur 20 cm ce réseau mycélien qui lui met plusieurs semaines à se reconstruire. Et en fait, vous faites à l'avantage des bactéries qui, elles, mettent quelques heures. Donc en fait, dans la plupart des sols très travaillés, on a une dominante bactérienne et non plus fongique. D'où l'importance, en fait, de juste fissurer, juste greliner, mais pas exploser tout ça et retourner. Donc vous comprenez bien que le labour, pour ça, en fait, est une catastrophe pour le monde des champignons.
Et c'est eux qui forment l'humus. C'est-à-dire, c'est même certaines catégories de champignons, c'est les basidiomycètes. Ouais, j'ai déjà explosé le temps. Je te vois arriver. Donc je vais essayer de... Voilà. Il faut que ce soit libre à 16h. Oh, ça va. Non, il y a une petite pause au milieu. Donc en gros, le sol, il a besoin des deux natures, bactérienne et fongique. Pour avoir des bactéries, on va ce qu'on appelle un rapport carbone sur azote. Il faut voilà, un broyat est très riche en carbone, peu en azote, et ça va nourrir la vie du sol parce qu'il y a de l'énergie disponible. Il faut de la matière organique relativement fraîche. Mais pour nourrir les champignons, on a besoin de plus de C sur N bas. Donc on va avoir, avec ça, on va faire aussi de la réserve de nutriments. Je disais, les argiles sont capables de stocker des éléments chimiques, mais aussi l'humus qui peut se charger et qui fait aussi office de stockage des éléments nutritifs. Donc il faut ces deux mondes-là qui cohabitent. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre entre le monde bactérien et champignon, qu'on arrive même, et Marc et Sophia font ça, ils vous l'expliqueront après, de dire qu'on cherche des ratios bactéries-champignons de 1 pour 1, et non pas de 10 pour 1 à l'avantage des bactéries. Ça, c'est la majorité des sols très travaillés, sont uniquement bactériens, mais avec peu de champignons. Et du coup, une exploration qui est moindre. Donc vous comprenez bien après le fonctionnement qu'il y a derrière. Donc on va parler de ration du sol. Quand on parle d'engrais verts, de couverts, en fait, on ne cherche pas à nourrir une plante directement. Faut switcher ça, on n'est plus en direct. En fait, ça c'est Liebig, c'est Justin von Liebig, c'est la fertilisation minérale. C'est je donne du sel soluble à des plantes directes. Mais comme mon pote au PMU qui me donne des cacahuètes à l'apéro. C'est pas pour mes beaux yeux, hein. C'est juste qu'il me file du sel. Comme ça, moi j'ai ma pression osmotique qui gonfle. Et que du coup, je suis obligé de boire. Et généralement, je lui prends pas un verre d'eau. Donc je bois pour pomper, sinon j'expose mes cellules. Et oui, j'ai tombé un mythe, il n'est pas sympa. C'est de la manipulation. Mais quand on fait ça aux plantes et que vous donnez des sels minéraux directement aux plantes, en fait, sous forme organique ou chimique, on s'en fout, hein, parce qu'une fiente de poule, c'est un azote minéral biologique, on va dire. C'est de l'azote sous forme très très soluble. En fait, la plante est obligée, pour tamponner cet excès de pression osmotique, de boire de l'eau. C'est sûr, c'est gros, mais ça fond. Et du coup, qualitativement, c'est malade. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lié derrière. Hein, j'ai que 3 quarts d'heure, mais tous les problèmes de maladie, etc., sont étroitement liés à des problèmes d'excès dans la sève, des éléments qui ne sont pas métabolisés par la plante. Que des gentils petits ravageurs viennent essayer de guérir, et nous, en plus, on les chasse avec des trucs en hide pour les exploser, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc en fait, le problème, il est vraiment dans comment je vais nourrir mon sol, qui va nourrir ma plante, qui va nourrir après l'ensemble de la vie. Mais si je nourris directement ma plante, en fait, je switch le sol et du coup, ça devient juste un substrat. Alors, autant faire du hors-sol. Ça va plus vite. Donc, il faut introduire du carbone dans les sols. Et quand on introduit du carbone, par magie de ce vivant, on introduit de l'azote au bout d'un moment. Parce que la vie va bouffer cette énergie-là. Parce qu'en fait, la vie se nourrit de l'énergie. C'est ces ions... ces liaisons hydrogènes en fait qui viennent nous prendre. Alors moi j'ai fait l'expérience, par exemple ma vache, je lui ai amené tant de kilos de foin, et puis tous les matins, moi j'étais avec ma boîte et j'ai évacué tant de kilos de bouse. Puis quand on pèse, c'est pareil. Hein. En fait, on ne se nourrit pas de la substance, c'est pas ça qui nous forme. C'est les liaisons d'énergie de cette substance-là qui nourrissent. Donc il faut amener de la matière, oui, mais en fait il faut aussi de la qualité derrière. Il faut aussi des liaisons qui soient qualitatives. Donc quand j'introduis du carbone dans les sols, je viens développer du réseau mycélien, du monde bactérien dans un deuxième temps, qui se nourrit de cette énergie, qui vont après capter par les azotobactères et toute la clique, etc., de l'azote atmosphérique pour le réintroduire dans le cycle du vivant. Donc c'est important, mais bon, moi personne ne mesure du C sur N quand il est avec une boîte de compost, etc. Mais par contre, on voit que plus on est sur du bois frais, plus on a des C sur N, donc du carbone qui est très haut. Voilà, du bois ramé à fragmenté, c'est plutôt entre 60 et 150. Paille de blé 100, paille de sel 65. Du fumier pailleux, c'est 30. Et par contre, compost de déchets verts, c'est 20, parce qu'en fait, il est déjà humifié.
il est déjà allé au bout du processus, donc vous ne rajoutez pas d'énergie. En fait, il ne sert pas à grand chose, si ce n'est à alléger votre sol. Mais au niveau fertilisation, un compost de déchets verts très humifié, très noir, en fait, il n'a plus d'énergie. Donc il ne vous fera pas pousser vos légumes, il va juste venir alléger et faire à la limite de la CEC, voilà, de la réserve d'éléments. Et vous ne ferez jamais d'humus avec des couverts végétaux. Autre croyance qui tombe, c'est-à-dire que des engrais verts ou des couverts végétaux qui ne sont pas allés au stade sénescence, donc des pailles, des chaînes longues de sucre, ne font que activer du bactérien, absolument pas du champignon. Donc, je vais monter matière organique en faisant des couverts végétaux, impossible. Vous augmentez de très très peu. Et des engrais verts, donc fauchés avant fleur et incorporés au sol, vous ne ferez pas d'humus. Mais on stimule de la vie bactérienne. Donc dans certains types de sols, c'est intéressant, parce que des fois, on va avoir un manque. Exactement. Donc ce que faisait cette maraîchère en disant « je fais des couverts végétaux », ben là elle amène du verre, donc du C sur N très bas, mais elle rajoutait à l'automne du bois frais. Et du coup elle avait d'un côté, par ses couverts végétaux, incorporé frais de l'azote, qu'elle prenait pas au sol, de l'autre elle amenait du carbone qui allait faire le fond, et là ça marchait. Si elle faisait que les couverts, ça n'aurait pas marché, si elle faisait que le bois, ça n'aurait pas marché non plus. Donc on voit qu'il faut travailler sur les deux plans. Ça va? Donc l'humus a un rapport C sur N bas. Toute la vie, en fait, un sol fonctionne entre 10 et 12 de rapport carbone sur azote. C'est son état d'équilibre. Les micro-organismes, on voit, ils sont plutôt vers lui. Bon voilà, ça donne des chiffres. Mais pour vous dire, par exemple, sur ce qu'on appelle des associations, donc les plantes fournissent au sol des sucres à certaines bactéries ou champignons, les champs aussi fournissent des sels minéraux. L'interaction entre ces différents règnes fait ce qu'on appelle des collaborations symbiotiques. Et là, c'est là où ça devient intéressant avec la journée d'aujourd'hui. Mais alors, comment on fait? En fait, ce qu'on appelle les associations mycorhiziennes se font dès la cuticule sur la graine. On sait aujourd'hui que si vous transplantez un arbre fruitier qui était dans une pépinière que vous mettez chez vous, il a très peu de chances de se faire bien mycorhizer. En fait, tout se passe dès la germination. Le microbiote qu'il y a dans le sol et sur la graine va directement en fait, s'associer et créer en fait, des interactions là qui sont pleines. Donc 40% des réserves de la graine nourrices par transfert de carbone sont nos réseaux mycéliens. Donc tout est en place déjà en fait, à la germination. D'où l'intérêt des fois d'aller vers des semi-directs et des choses comme ça, des enrobages de semences, parce qu'en fait on stimule ces choses-là. C'est la plante qui construit son interaction. Certains champignons, et c'est là où il devient intéressant, peuvent faire des réserves sous forme de vacuoles dans les racines, des réserves d'eau aussi. Et un champignon peut être multiconnecté, par exemple avec une vigne, une graminée, une rhodacée, un érable. Le rôle central du coup des micro-organismes, dans une plante, ils vont faire la nutrition et la stimulation de la croissance des plantes, stimulation de la défense aussi, protection et gestion des stress biotiques, donc qui viennent du vivant, et abiotiques comme le climat. Ça fait de la stabilité des sols, des qualités et quantités de réserves utiles dans les sols, des régulations des pathogènes, ce qu'on appelle les effets suppressifs. Plus vous avez quelque chose de complexe, plus ça vient tamponner les pathogènes qui sont souvent sur des petits créneaux en fait en termes de microbiote. Biodégradation des matières organiques, fixation de l'azote atmosphérique, etc., etc. Donc on voit en fait le rôle central qu'ont ces organismes-là. Et du coup, en parenté, ouais c'est ça, en fait tout est lié. Le microbiote qu'on a au niveau intestinal, on va le retrouver au niveau racinaire sur les plantes et aussi dans les plantes. Parce que là aussi ça circule, ça s'échange, et que tout ça en fait vient stimuler un ensemble, et on est tous faits, en fait, c'est pas nous qui gouvernons le monde, c'est bien elles qui nous gouvernent, et qui font que ça roule et que ça tourne. D'où l'importance de respecter sa nature. Donc quand vous donnez du prédigéré à des vaches, sous forme d'ensilage de fermentation de type alcoolique, en fait, vous épuisez son microbiote intestinal parce qu'elle n'est plus stimulée pour aller chercher ça, et c'est pour ça qu'on en est venu finalement à avoir des vaches un petit peu agressives, et du coup on les a écornées en disant ouais, en fait les cornes c'est super dangereux. Non mais en fait si tous les ruminants ont des cornes, c'est bien que ça sert à quelque chose dans la rumination.
En fait, il y a une protubérance d'échange gazeux, et en fait, les vaches qu'on écorne font un renflement au niveau de la tête. C'est pour ça que les Holstein qui n'ont pas de cornes ont une tête absolument immonde, parce qu'elles gonflent ici pour avoir ces échanges gazeux au niveau des cornes, qu'elles n'ont plus. En fait, la corne, c'est un élément de la digestion, c'est un organe de digestion. Je veux dire, et Darwin, évolution des espèces. Moi, je sélectionne les gènes sans cornes, justement. Donc, expliquez-moi, elles digèrent bien, les vaches. Par contre, elles n'ont pas d'ensilage, peut-être que c'est... Voilà. Mais on a eu sélectionné 2 races de vaches qui ont été sélectionnées par l'homme sans cornes, mais tous les ruminants, dans l'évolution, ont des cornes, même les girafes, etc. En fait, parce que c'est un élément... Mais c'est Darwin, évolution des espèces, c'est... Ah, évolutionnisme ou créationnisme. Alors là, on est sur un autre champ dont je ne me respecte pas aujourd'hui. Et ça, je vous invite à lire Harari. Les premières, c'est sur des accidents génétiques naturels. Oui, l'angus et la Galway, je crois, je ne sais plus l'autre, qui n'a pas de cornes, mais qui a été fait par les hommes. Mais comme les moutons, on dit qu'ils n'ont pas de cornes. En fait, si, il y a des moutons qui ont même 6 cornes. Il y a une race, la Jacob, je ne sais plus laquelle, vous verrez, tous les ruminants ont des cornes. Donc c'est vraiment elle fonctionne avec. Mais on voit qu'au niveau de la digestion et notamment de leur sel et de leur bouse, on n'a pas les mêmes qualités non plus qui se passent derrière. Là, j'entre dans un champ, voilà. Mais c'est intéressant aussi. Je sais que ça tamponne aussi chez les ruminants, vu qu'ils font circuler la matière à digérer et qu'ils ont plusieurs estomacs, parce que ça finit liquide. Le fait que ça remonte vers la tête, il y a un afflux sanguin énorme en fait. Et les cornes servent aussi à ça, à faire une zone tampon pour l'afflux sanguin. C'est un moyen de prendre la température chez une bête, chez des vaches. D'ailleurs, c'est hyper sensible. Si vous leur saisissez comme ça, leur premier geste, c'est de s'écarter. Mais en tout cas, on peut sentir des problématiques de température, froide ou chaude, des fièvres, juste en sentant les cornes. Et c'est de l'os. Alors, en fait, il y a une corne et dedans, il y a une protubérance osseuse et entre ça et la corne circule un flux sanguin. Et si elle se coupe à ce niveau-là, ça fait pouch de sang. Ah ouais, carrément. Elle se vide. J'ai déjà vu une corne cassée d'un coup. Et c'est impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant. Et en fait, alors on leur coupe pas les cornes, on les cutérise, c'est-à-dire qu'on les brûle, mais c'est pour ça que ces bêtes qu'on cutérise là font une protubérance et remplacent d'une manière, en fait, leur manque de cornes. Donc c'est pas un élément de défense. Elles se sont aussi servies pour ça, mais pas que. Mais les sans-cornes se démarquent mieux qu'avec les cornes, parce que les cornes, ça encombre aussi. Ça encombre. Ça encombre quoi? Ça encombre. J'ai compris, ça rencontre. Non. Ça encombre, je sais pas, c'est une vue. Je pense que c'est une histoire on a les deux. Hein, oui, oui. Alors ça dépend aussi de comment on a aménagé les bâtiments. Et en fait, c'est beaucoup une histoire de comment sont aménagées les cornadilles, les stabulations. Et on voit que souvent, le problématique, c'est que moi j'ai eu des vaches jusqu'à 19 ans, avec des cornes, elles régnaient en maître sur son petit troupeau. Et en fait, quand on les enlève, on voit que c'est les jeunes qui sont plus vives qui vont prendre le dessus. Donc en fait, toute la hiérarchie aussi d'animaux qui ont souvent une matriarche change du fait qu'on enlève. Enfin, ça a une peine. Alors, si vous me lancez sur les vaches, là, on y parle. Et maintenant, enfin, moi qui suis peut-être l'aîné là dans la salle, je me souviens avoir coupé des cornes de vache quand j'étais gamin avec mon père. Et ça pissait le sang, pour revenir sur le fait que c'est... Alors, on coupait pas ras la tête, évidemment, on coupait soi-disant la partie dangereuse de la corde. Enfin, avec tout mais il y a Steiner aussi qui avait une autre version, disant que c'est important parce que les cornes, finalement, c'est ce qui revient. Il permet de faire l'analyse cosmique de ce que voilà. Mais là, il faudrait un peu plus de temps pour l'introduire. Une deuxième conférence. Bon, rendez-vous 22h ce soir. Sur 2 jours. Non, mais c'est pour ça que je nomme entre évolutionniste. Darwin a marqué notre histoire européenne d'une orientation. Et en fait, c'est hyper présent et hyper insidieux comment on pense que l'évolution, c'est juste ça. Et c'est pas l'avis de tout le monde, et c'est important de toujours remettre en question aussi ça. Et je trouve Harari dans Homo sapiens que le présente assez bien entre... Parce que sinon c'est créationniste contre évolutionnisme et tout le monde se tape la gueule. Mais en fait, la vérité, c'est les deux. C'est bien sûr qu'il y a une sorte d'évolution, mais il y a d'autres choses, voilà, comme ces histoires de cornes, comme... Bon, bref. Allez, on va... fertilité des sols. Mais pour dire qu'en tout cas, le microbiote qu'il y a au niveau des sols ou intestinal est très identique. Et c'est ça qui doit interpeller. Et du coup, qualitativement, qu'est-ce que ça vient insuffler ?
15 minutes maximum. En même temps, ils ont déjà posé leurs questions. Fertilité hydrique, c'est la dernière qui est liée avec toutes les autres, donc je l'ai un peu résumé. Capacité d'un sol à stocker de l'eau et de la restituer. Donc ça dépend de la porosité, du coup de la compaction, du coup aussi du minéral, parce que les agrégats des sols se forment avec ça. Donc il apparaît d'une manière générale que les champignons permettent une meilleure gestion de l'eau, mais il en est de même avec la micro et la mésofaune du sol, car la structuration et donc la porosité s'en trouvent améliorées. Donc quand on a des sols vraiment vivants comme ça, et très complexes et très stables, en fait on a une meilleure capacité de gestion de l'eau. Et ça on le voit, moi je fais des petits tests comme ça fait partie de mon petit arsenal d'indicateurs, on appelle ça le test Berkane. J'ai un anneau, je simule des pluies de 25 mm, et dès que ça a bu, j'en rajoute. Et des fois j'ai des sols qui sont pourtant très sableux, je mets 25 mm, et puis ça bouge pas. Puis on fait le tour, on revient 3/4 d'heure après, ça boit pas. Et là, chez un agri comme ça, on a fait, il n'avait pas de fissurateur, on a fait une décompaction, un couvert, il a travaillé 2 fois moins que ce qu'il faisait d'habitude. On est revenu, il était super content du couvert, et puis on a mis, et puis ça buvait, ça buvait, ça buvait. Donc en fait, ce qui permet du coup une moindre érosion des sols. Donc en fait, c'est parce que lui, forcément, si ça ne boit pas, c'est qu'à un moment donné, ça coule. Et en fait, on a des gros problématiques d'érosion, etc. Donc de perte de sol et du coup de perte de fertilité. Bon, ça c'est un moyen de gérer, c'est un collègue, Olivier Husson, qui a justement introduit tout ce que contexte, ces concepts de redox. Donc le redox, c'est le potentiel de réduction et d'oxydation. Plus on travaille un sol, plus on l'aère, plus on l'oxyde, plus en fait on minéralise et plus on est sur le monde bactérien. A contrario, le réduit, c'est plus on a de l'asphyxie, moins on adhère, plus on est sur des choses. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la vie, elle est avec des potentiels redox qui varient énormément. En tout cas, lui, il a essayé de mettre au point un peu des moyens pédagogiques d'expliquer ces histoires de matière organique sur argile, où on s'en trouve, des tests de structure, donc ça, c'est des tests à la bêche, et où est-ce qu'on est quand on a ces indicateurs-là. Voilà, là, on est sur des agricultures qu'on va qualifier de fossiles, de minières. Voilà, donc très onéreuse parce que demandant beaucoup d'énergie, de motorisation, de puissance avec les sols compactés et avec des impacts environnementaux très forts. Des pesticides nécessaires parce que dans les plages où c'est de redox, forcément on a beaucoup d'agresseurs parce que nous ne sont pas régulés. Et l'idée c'est comment on va, en impactant ces histoires de fertilité physique, puis chimique, puis biologique qui vont se remettre, regagner en fait en structure et en matière organique et régénérer, donc on appelle ça des agricultures de régénération. Donc on essaye de faire passer au-delà, de conserver l'état acquis, de monter un peu plus le niveau pour retrouver aussi de la facilité. Parce que quand on arrive à ces stades-là, ça devient plus facile de travailler les sols parce qu'il y a plus de matière organique, parce qu'il y a moins de contraintes liées à des pathogènes, parce qu'ils sont régulés eux-mêmes, etc., etc. Et je finis avec ça, et j'aime bien Goethe, qui était au-delà d'un poète, un fin botaniste, qui dit « L'homme pourvu d'essence bien équilibrée et sain est l'appareil de mesure le plus parfait qui soit. Et c'est le plus empêché de la physique moderne qu'en détachant l'expérience scientifique de l'homme, elle essaie d'acquérir des connaissances sur la nature uniquement à l'aide d'instruments artificiels. » Tout ça pour dire que quand vous faites un petit trou, que vous sentez, que vous goûtez, comme dans Manon des Sources, que vous mettez vos sens à l'épreuve, ça vaut bien plus que toutes les analyses qu'on peut faire et qui coûtent souvent un bras. Et je dis pas ça pour Marc et Sophia qui sont derrière, parce que des fois c'est intéressant de faire des analyses un peu plus poussées, mais qu'on a toutes les compétences de se fier à ce subjectif qui est hautement qualitatif dans les outils qu'on a à disposition. Quand ça sent bon, c'est quand même un bon signe. Quand ça pue, quand vous faites un purin d'ortie qui a mal tourné, quand vous faites un compost fructifié, généralement ça pue. Et ça vous le dit tout de suite en fait. Donc faites-vous confiance aussi là-dessus. Et je crois que vous avez quelques questions si vous voulez. Merci. Merci. C'est un peu rapide, je me conçois. En même temps, c'est challenge à chaque fois en 3/4 d'heure faire ça. Donc, truc et astuce pour le jardin. J'avais dit que c'était un peu
Mais ça vous donne juste des notions pour vous, pour dire ok, quand je vais creuser un petit peu. Moi, quand je dis je suis équipé vraiment d'une fourche, d'une sonde, etc., je fais des trous sur 70 mètres, et j'apprends à lire en fait ces strates-là. Et on voit le comportement des racines, sentir, de voir les couleurs. Quand il y a des zones bleues, grisées, qui puent un petit peu l'algue, etc., ça nous donne des indications de manque d'oxygénation. Quand je vois que mes terres sont très jaunes, voilà, que je monte de couleur un peu type humus, bah, c'est que j'ai un déficit de matière organique. En fait, il y a des choses très simples qu'on peut faire. Et si vous avez retenu qu'il bah, faut de la porosité, du coup décompacter, que des fois un peu des petits coups avec les tests de l'acide pour dire est-ce que je suis calcaire, pas calcaire, que du coup ça me donne deux chemins un peu d'entretien. Et ça, vous pouvez trouver dans la littérature derrière. Hein. Voilà. Il y a des données déjà sur des zones qu'on peut déjà retrouver. Ah oui, sur des cartographies. Mais le meilleur outil, ça reste une fourche bêche. Enfin, je veux dire, franchement... Et soi-même, puisqu'on fait partie de l'expérience. Et on est expérimentateur. Et on a aussi des biais d'interprétation, il faut aussi les accepter. Et dans le jardin potager, est-ce qu'on laisse les remettre sur les pissenlits ou est-ce qu'on les laisse faire ou on les retire? On faut les manger. Ils sont un indicateur. Est-ce qu'on les laisse? Je pense que dans un jardin, on peut se permettre de les enlever. Après, voilà, il faut aller chercher. Mais ça indique qu'on a en excès. Il y a des plantes qui sont beaucoup plus problématiques. Le liseron est vraiment emmerdant. Le liseron, ouais, alors c'est pénible, mais moins que le liseron. Parce que le liseron, pour l'enlever, pour s'en sortir, et on est face à des problématiques qui sont autres et des fois de problématiques de matière organique, d'évolution, de choses figées qui restent un peu en état. Le rumex, pour moi, est souvent un faux problème, qui est dans un jardin facilement résolvable et qui, sur l'échelle d'une ferme, demande d'aller voir la structure du sol principalement. Le petit truc qu'on peut faire déjà, que ce soit avec le liseron ou le rumex, c'est que dès qu'il monte à fleur, clac... ça les épuise un petit peu. Pour le rumex, pour éviter la propagation aussi, quoi. Ouais. Oui, il est fatigué. Hein. Il est fatigué, C'est une préparation. Ça y est. Le liseron, ça vient de quoi? J'ai plus, alors moi je suis en plus un problème de mémoire généralement. C'est souvent des process de. J'ai vu des maraîchers qui voulaient justement plus travailler le sol, qui avaient des problématiques de liseron qui venaient bizarrement, alors que c'est des plantes qui se multiplient par des fragmentations. Bah, lui, il avait la problématique en faisant aucun apport de matière organique, juste des couverts et pas de travail du sol qui se faisait envahir chaque année un petit peu plus. On fractionne, on dessèche un petit peu. Ouais. Après, je pense qu'il vient juste questionner que peut-être la matière organique, parce que quand vous avez vu cette courbe, c'est-à-dire que quand on est en bas, on va travailler avec certaines choses et certains moyens. Mais quand on est au milieu, on ne travaille plus avec les mêmes choses. Et quand on est en haut, non plus. Et ça fait un peu le pont avec un peu cette histoire de journée des plants, aussi de l'histoire de la semence. Et souvent, on a du matériel qui n'est pas adapté à ce qu'on fait. Et moi, je me heurte à ça. C'est-à-dire, par exemple, là, on est en train de monter des protocoles d'expérimentation pour voir des maïs populations. Est-ce qu'ils ne seraient pas plus adaptés avec des méthodes comme les corridors solaires et notamment un corridor solaire, c'est des écartements. Il faut savoir que le maïs, juste à l'origine, c'est une plante maraîchère qui est jardinée et qu'on a intensifiée, mais qui par contre est hyper intéressante parce qu'on l'a dit en C4, donc elle va utiliser la photosynthèse beaucoup mieux que plein d'autres plantes. Et quand on la met en capacité de lumière plus importante, donc en l'écartant, donc on garde la même densité hectare, mais on va écarter les rangs et les surdensifier, ben en fait, elle fait beaucoup plus de sécrétion racinaire. Et là, on va mener l'expé jusqu'à faire de l'analyse du séquençage génétique au niveau des mycorhizes pour voir si elle mycorhize mieux. Et l'hypothèse que moi j'ai, c'est qu'un hybride qui est en gros une Ferrari qu'on met sur un chemin de campagne, bah, il n'est pas hyper adapté. Mais peut-être que le maïs population qui n'aura jamais des rendements comme ça, mais toujours un peu plus stable, robuste, bah, lui, en fait, cette condition-là jardinée et en corridor solaire, il sera beaucoup plus propice pour lui et mycorhizera d'autant mieux. Voilà, donc c'est le genre de trucs qu'on s'amuse à faire à gros bio, de petites expériences, mais pour essayer de qualifier et de mettre aussi que le matériel génétique qu'on va utiliser, peut-être qu'il s'adapte aussi à des façons de cultiver
qui ne sont pas. Et de l'avoir mis en comparaison avec de l'agriculture intensive et chimique, les Formule 1, les OGM, les hybrides allaient bien, mais que peut-être que ces semences populations reproductibles et qualitativement aussi qui sont à un autre endroit, bah, s'adaptent mieux et sont vraiment dans cette abondance et cette fertilité. Donc ici, à quelle distance le maïs il est On le met à 110. 110 carrés. Au lieu de 80. Au milieu. À l'origine, de large, il double la densité. Ouais, il a combien de je sais pas, c'était 80 000 hectares, un truc comme ça. Ah ouais, il nous a passé. Ouais, on regarde, et juste il double, et en fait il a fait un rang sur deux. Mais qui est le rang est doublé au niveau de la densité. Et ça, on fera des petites publis, je pense, suite à l'année. On en a fait l'année dernière, sur le petit. Et on a fait une petite étude là, avec les stagiaires. Et on va le mener. On a eu en tout cas des différences de structure, de sol, voilà. Et là, on va essayer d'aller un peu plus. Il y aura une visite de la plateforme au mois d'octobre, j'imagine. Comment? Il y aura une visite de la plateforme au mois d'octobre. Alors, si Didier fait, est-ce que c'est chez Didier Margouti, s'il fait la plateforme, a priori, alors je sais pas, parce qu'on a eu des problèmes de financement aussi, qui sont un peu difficiles. Je ne sais pas si on fera une visite. En tout cas, nous, on fera une expé là-dessus et avec aussi Étienne. Étienne Lassagne, il fera aussi un essai sur le corridor solaire. Comment on peut... Merde, j'ai la formule, j'ai perdu. Comment on peut faire suivre ces sols par un mec comme toi Non, mais, ou Agrobio, ou Avoir, parce que moi je trouve ça c'est hyper intéressant, ça soulève plein de problématiques où à un moment donné on se dit bah tiens, putain chez moi il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi je suis du genre à beaucoup me faire confiance, peut-être à l'excès dans les réponses que je peux trouver. Je ne les suis pas du tout les réponses, et j'ai beaucoup de réponses et très peu de suivi. Et du coup ce que je trouve qui est intéressant c'est ça, mais comment pratiquement on peut avoir accès à un suivi régulier de sol. Moi je suis un couple moyen cotisant solidaire. Il y a plein de trucs qui me parlent, il y a plein de notions que je pense que j'ai bien, mais j'ai pas de recul et j'ai pas de... Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un besoin, je pense à des potes maraîchers, il y a un besoin aussi, un endroit de bien d'accompagnement ou de savoir ce qu'on fait. Comment on rentre dans cette... Eh ben, c'est à ça que sert Agrobio. Et là, alors moi n'étant pas multipliable, a priori, apprenable, du coup j'essaye de mettre en place des groupes de travail, du coup de travailler sur du multi-production, mais sur un secteur. C'est-à-dire que les gens plutôt se réunissent par groupe de 6-7 agriculteurs, et on fait 3 fois par an, on se rencontre sur une ferme de lin, et on aborde des notions comme ça, puis qu'on vient voir après pratiquement sur le terrain, et qui permettent en fait de faire ce temps de recul et d'amener un peu des notions de concept et de travailler mais en petits groupes. Voilà. Et plutôt que de faire des groupes que de céréaliers ou que d'éleveurs qui doivent faire tout le département, moi je dis plutôt réunissez-vous localement. Voilà. Et là on a créé des conventions pour faire ça, et ça c'est soutenu au niveau de la région. Donc il y a un coût, en plus de l'adhésion, c'est 80 balles par an. Donc ça reste accessible. Moi je suis quelques groupes comme ça. Le conseil individuel, suivant où tu es, il peut être, c'est plus cher. L'essai individuel, donc des fois il y a le cas. Et après, c'est des appels à projets auxquels on répond. Et des fois, il y a des plans un petit peu avec des suivis qui sont de l'ordre de l'expérimentation. Et ça, j'en mène aussi. Alors, moi, mon problème dans la vie, c'est le temps. Oui, Pour beaucoup de personnes. J'aimerais bien aller dans plein d'endroits et que des fois, il y a besoin de l'individuel. Mais il y a plein de choses qu'en petit groupe collectif, c'était un peu un moyen. Voilà. Du coup, là, faites-vous connaître. Et dès qu'on a un petit cercle de 5-6, on peut le mettre en mouvement. Après, le plus dur, d'avoir quelqu'un qui arrive à coordonner les membres du groupe pour trouver une date commune. Parce que dans notre vie, tout le monde... Dans la musique, on a le même problème. Merci Florian. Merci.